3615 My Life. L'autre jour, j'avais envie de chocolat et je suis tombé sur une barre chocolatée qui s'appelle Hanuta, qui clairement, dans ma tête, me faisait penser à une autre marque. Quand j'ai vu le logo Hanuta et le logo Kinder l'un à côté de l'autre, je me suis dit, c'est du plagiat, c'est abusé. Sauf que, en regardant un petit peu de plus près, Hanuta est une marque Ferrero. Et là, je me suis dit, peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait être intéressant de parler des deux types d'architecture de marque qui existent en marketing, les Branded House et les House of Brands. Dans cette vidéo, on va parler de stratégie de marque et notamment des deux types d'architecture de marque qui existent aujourd'hui. La première architecture, c'est la Branded House, qu'on pourrait traduire en français par marque mère, et puis la House of Brands, qui est en fait une maison de marque. Alors pour la Branded House, donc la marque mère, c'est, on va dire, peut-être le modèle le plus commun qui existe aujourd'hui. Le concept derrière, c'est une marque principale, donc une marque mère, qui donne son nom à tout ce qui est en dessous, donc toutes les sous-marques qui ont été créées par la marque mère. Et pour donner un exemple concret, on peut trouver Google ou on peut trouver Apple. Chez Google, voilà, il y a le moteur de recherche Google, mais il y a aussi Gmail, G pour Google, le Google Calendar, Google Drive, Google+. Toutes les marques et tous les services de Google sont brandés Google quelque part. Il y a toujours un univers qui est excessivement similaire pour faire en sorte que, par exemple, YouTube, on comprenne que ce soit une marque de l'univers Google. Pour Apple, c'est exactement la même chose, voire encore plus poussé, puisque eux, dans tous les types de services, il y a soit Apple quelque chose, soit Mac quelque chose, soit i quelque chose. Il y a toujours une cohérence de marque qui fait qu'on peut toujours relier Apple à tout ce qu'ils font. Et on peut supposer que demain, si Apple lance encore un produit, ce sera soit un Apple quelque chose, un Mac quelque chose ou un i quelque chose. Donc ça, en fait, c'est l'approche des branded house. Il y a aussi un autre exemple qui est assez flagrant et qui dit depuis quelques années qui a vachement évolué, c'est le cas de FedEx. Tous les services FedEx s'appellent FedEx quelque chose. Ce qui fait que les branded house, en fait, il n'y a pas de confusion possible. On sait forcément qui y a derrière. Les avantages de la branded house, c'est déjà en termes de marketing, ça permet quand même d'avoir déjà une sorte de crédibilité et d'avoir déjà un bagage pour pouvoir accompagner le marketing, puisque forcément quand on a un produit qui est brandé Apple ou brandé Google, forcément ça facilite la chose. Ça évite aussi la confusion. Il n'y a pas de confusion à avoir. Quand c'est un Mac quelque chose, un i quelque chose ou un Apple quelque chose, on sait que c'est la marque Apple qui a derrière. Ça peut pas être autre chose. Et puis évidemment, ça facilite aussi le lancement de nouveaux produits. Parce que quand on lance un nouveau produit avec le nom de la marque qui est très forte derrière, du genre Apple quelque chose, forcément c'est toujours plus simple que de commencer avec une marque qui est totalement inconnue et que personne ne connaît. En revanche, il y a aussi des inconvénients avec cette approche, et notamment le problème de réputation. Si vous lancez un produit et que il est lié directement à votre marque mère et que ce produit il est honteux ou que c'est un énorme flop, évidemment que ça va avoir un impact sur la marque mère. Un exemple, Google+. Quand Google a lancé son réseau social pour concurrencer les Facebook & Co, clairement, les gens y croyaient. Quelques années plus tard, Google+, c'est mort. Forcément, ça a eu un impact négatif sur la marque Google. Il est en train de se passer à peu près la même chose avec Google Stadia, qui est le système de video game streaming de Google. Ils ont lancé le service il y a un an et demi, et depuis, il a du mal clairement à trouver une audience et à trouver de la crédibilité. Là, encore une fois, si c'est un service qui se casse la gueule, ce sera lié directement à la maison mère Google. Donc ça, c'est principalement un énorme défaut du modèle Branded House. Il y a aussi un problème de limitation. Forcément, Google, demain, ils vont pas lancer une marque de bouffe, une marque de drinks, une marque de quoi que ce soit ou un truc de voyage. Et ça reste quand même dans l'univers de la tech. Donc, on est quand même relativement limité en termes de possibilités de nouveaux produits et de nouveaux services. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la deuxième architecture de marque, qui est exactement l'inverse de la Branded House, qui est la House of Brands. Et la House of Brands, c'est une marque centrale
qui va créer des sous-marques qui n'ont aucun rapport avec la marque principale et qui ne sont pas du tout associées en termes de look and feel ou même en termes de nom, et qui permet justement d'avoir énormément de marques en dessous. Des exemples concrets de House of Brands, il y a Procter & Gamble, où clairement c'est gigantesque, toutes les marques qui sont en dessous, ou alors Unilever, pareil, énormément de marques qui sont en dessous, mais clairement, quand on achète des produits Procter & Gamble ou quand on achète des produits Unilever, c'est totalement transparent, on ne le sait pas. On le sait si on regarde derrière sur le packaging, il va y avoir Unilever brand ou Procter & Gamble brand, mais quand on achète par exemple du Tide, c'est-à-dire quand on achète de la lessive, on n'achète pas de la lessive Procter & Gamble. Donc si on regarde un petit peu par exemple en plus de détail l'univers Procter & Gamble, sur l'univers de la propreté, tout ça c'est possédé par la marque Procter & Gamble. Pareil pour Unilever, Unilever avec, là pour le coup eux ils sont encore plus dans un univers très séparé puisqu'il y a Dove, il y a par exemple Ben & Jerry's, il y a Lipton, Dove, on achète du Dove, on n'achète pas un déo Unilever. Alors les avantages de la House of Brands, c'est que forcément les possibilités sont infinies, ou quasi infinies. À partir du moment où on peut créer des sous-marques qui ont une cible particulière, qui ont une identité de marque particulière, sans être obligé d'être relié à un univers particulier qui est celui par exemple de Unilever ou de Procter & Gamble, on va dire que la possibilité elle est sans fin. Elle est infinie. Mais on se donne aussi la possibilité de faire clairement un gros flop, de lancer une marque qu'on a créée de from scratch, qui va dans tel univers, etc. Si c'est un succès, dans ces cas-là, tant mieux. Mais si c'est un échec, cet échec ne sera pas directement relié à la marque mère. En tout cas, dans l'image, ce sera juste un flop, on pourra passer à autre chose, mais il n'y aura pas d'impact ou l'impact sera extrêmement minime sur la marque mère. En revanche, les inconvénients là-dedans, c'est que ça va vous coûter beaucoup plus cher. Parce que développer une marque de zéro sans avoir par exemple le Google ou l'Apple derrière en termes de marketing, en termes de branding, etc., évidemment ça va vous coûter beaucoup plus cher parce qu'il faut tout créer de zéro. Du point de vue budget marketing, c'est pas forcément avantageux. Mais aussi c'est très compliqué d'utiliser l'image de marque de la maison mère ou des autres produits pour justement bénéficier de cette aura et de lancer le produit beaucoup plus vite. Alors quand je vous disais qu'il y avait deux types d'architecture, c'était pas totalement vrai parce qu'il y a aussi un troisième type d'architecture de marque qui est l'architecture hybride. Dans cette architecture hybride, il y a deux entreprises qui sont clairement très très fortes là-dedans et qui démontrent la chose, c'est Coca-Cola et Pepsi. Prenons l'exemple de Coca. Il y a la Coca-Cola Company qui est la maison mère mais qui est aussi la marque du produit phare de la maison mère, Coca-Cola. Et en dessous, on a Diet Coke, on a Coca-Cola Zero, qui sont aussi des sous-marques de la marque Coca-Cola qui font partie de la maison mère Coca. Et puis à côté, ils ont des marques qui sont des marques de la Coca-Cola Company, mais qui n'ont pas le nom Coca-Cola. Par exemple, Fanta, Sprite, Dasani. Ça, c'est un type hybride d'architecture de marque. Pepsi partage exactement la même chose. Donc, il y a aussi la possibilité d'avoir un produit, de pouvoir le décliner, et à partir du moment où ce produit est extrêmement fort, d'avoir la possibilité de créer d'autres produits qui sont complémentaires, mais qui vont pas forcément partager la même identité. Pareil pour le côté hybride, il y a aussi Google. Quand on parle de Google, maintenant on parle surtout de Alphabet, Alphabet qui est la maison mère de Google. Et donc, en fait, Google partage le côté Branded House avec la marque Google, mais aussi le House of Brands avec Alphabet qui possède Google, mais qui possède aussi d'autres marques qui sont en train de développer en même temps. Et puis il y a un autre exemple qui est un petit peu à part dans tout ce qui est Branded House et qui pourtant fait un petit peu House of Brand, c'est le cas de Virgin. Virgin qui pour le coup met sa marque à peu près partout sur ce qu'ils font, mais il n'y a aucune cohérence. Il y a du Virgin Cola, il y a Virgin Airlines, il y a Virgin Intergalactic. Virgin, ils font tout et n'importe quoi.
ils vont mettre leur marque n'importe où, mais ça ne les empêche pas quand même de développer leur marque. Donc on va dire que Virgin, c'est peut-être un cas un peu à part qui mélange Branded House et House of Brand. Pourquoi c'est important pour vous de faire la différence entre ces différents types d'architecture de marque? Parce que vous, en termes de stratégie marketing, il va y avoir des choix à faire entre l'un ou l'autre qui vont avoir un impact directement sur le développement de votre business. Si vous partez plutôt sur une branded house, ça veut dire que vous partez sur votre marque et que vous allez décliner tous vos services et vos produits autour de cette marque-là. Donc, ça veut dire que vous faites des choix sur les budgets marketing, sur la stratégie marketing de tous vos services, en ayant les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients de ça. En revanche, si vous partez plus sur une House of Brands, ça vous donne la possibilité de pouvoir étendre votre activité peut-être en faisant plus d'acquisitions, sans être obligé de rebrander ces acquisitions par exemple d'entreprise ou de marque. Mais ça veut dire aussi avoir accès à des budgets marketing plus importants, parce que ça va vous demander beaucoup plus d'implication de créer des marques de zéro, qui n'ont aucun rapport avec votre marque mère. Donc de faire un choix stratégique entre soit telle architecture de marque ou soit telle architecture de marque, c'est extrêmement important pour l'avenir de votre entreprise. Alors évidemment, si aujourd'hui vous avez une petite entreprise et que vous n'avez qu'un seul service ou qu'un seul produit ou juste quelques produits qui sont sous la même marque, la question ne se pose pas. Mais si votre entreprise grossit et que vous avez de nouvelles idées, que vous avez de nouveaux projets, cette question de l'architecture de marque va se poser un jour ou l'autre. Il va falloir décider. Évidemment, votre relation avec vos clients, votre relation avec vos fournisseurs, ça aussi, c'est des choses qui vont impacter vos décisions. Votre relation aussi avec vos équipes en interne, ça aussi, c'est des choses qui vont impacter vos décisions. Si vous avez une équipe marketing qui gère votre branded house, forcément, ça va être beaucoup plus simple parce que eux vont pouvoir gérer l'intégralité des sous-marques qui sont liées directement à la maison mère. En revanche, si vous choisissez de faire une house of brand, il y a de fortes chances que vous soyez obligé d'avoir des équipes marketing dédiées à telle et telle marque parce que ça va demander beaucoup plus de travail et beaucoup plus de savoir sur telle ou telle audience. Donc, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Il n'empêche que si la branded house, c'est on va dire ce qu'il y a de plus commun en règle générale, c'est parce que en termes de coût, c'est ce qui est le plus accessible, c'est ce qui coûte le moins cher. En termes de budget marketing, en termes d'équipe, ça permet quand même de focaliser ses efforts marketing sur une seule marque, plusieurs services. Quand on parle de Unilever, Procter & Gamble, ce genre de choses, évidemment, on parle d'énormes boîtes. Et d'ailleurs, si vous regardez ce graphe, et d'ailleurs, il y a un article très intéressant que je vais mettre dans la description. Si vous regardez ces 10 marques dans l'univers du food and beverage, ces 10 marques possèdent quasiment l'intégralité du marché. Ça, ce sont ce qu'on appelle des méga-marques. Et ça, ce sont des house of brands qui possèdent l'intégralité du marché food and beverage. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'architecture de marque, le choix entre branded house ou house of brands. Pourquoi c'est important de faire le choix entre l'un ou l'autre ou hybride et quel impact ça peut avoir sur votre marketing et sur le développement de votre business. Évidemment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et tout le tralala. Et puis moi je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.